Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'assurer dans une entreprise que l'éthique soit réellement intégrée dans les comportements et non seulement dans les règles de l'entreprise. Et donc, on aura un certain nombre d'exemples qu'on pourra parcourir avec Edouard. Et la fonction RH, est-ce qu'elle est équipée pour s'atteler à ces nouvelles responsabilités? Donc, avant de rentrer sur cette conversation, je veux aborder les trois types d'éthique qui existent, l'éthique déontologique, conséquentialiste et l'éthique de vertu. Donc, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on essaye d'adresser en parlant de l'éthique? Ben, le problème, c'est qu'il y a un nombre de personnes qui sortent des plus belles écoles, les grandes écoles françaises, les grandes écoles américaines de management, et qui, quelque part, sont impliquées dans des scandales ou dans des fraudes qui, effectivement, mettent le management et le leadership en question. Donc, on a beau avoir des codes éthiques qui permettent de cadrer quelque part le comportement et des salariés et des managers, pour autant, les comportements ont tendance naturellement à dévier. Et quand on voit, par exemple, Enron, ça date d'il y a plus de 20 ans, mais Enron était reconnu comme ayant le code éthique exemplaire des entreprises américaines. Ensuite, on a eu les subprimes en 2008, avec un certain nombre de comportements qui étaient autorisés, voire, comme dirait notre ami Jean-Marie Peretti, les systèmes qui récompensent la performance peuvent pousser au crime. Hein, selon ce que nous, en comp and ben, en rémunération, on va pousser en termes de variables, ben, peut-être que ça peut pousser les salariés ou les managers à effectivement contourner les codes éthiques et à faire des choses qui ne sont pas acceptables. Et puis, dernière en date de gros scandale, bah, le Dieselgate de Volkswagen avec les problèmes qu'on a vus. Où effectivement, il y avait un système qui était connu d'un certain nombre d'exécutifs et qui a été mis en place. Donc, on peut quand même se poser la question, avec les codes éthiques, qu'en est-il de la responsabilité individuelle? Et, in fine, l'activité managériale, qui est aussi critique dans les organisations, impacte la société, nous impacte tous, puisque les entreprises ont un impact majeur sur la société. Donc, nos trois éthiques philosophiques, on ne va pas avoir beaucoup de slides, hein, je vais y aller assez rapidement. On a l'éthique déontologique. L'éthique déontologique, c'est la loi, c'est le code de la route, c'est les règlements, c'est le code du bon manager, le code éthique de l'entreprise, etc. On établit des règles et puis ensuite, on y souscrit. Effectivement, il nous paraît naturel de nous arrêter à un feu rouge. C'est ce qui permet à la société de fonctionner dans la circulation, d'effectivement pouvoir connaître à l'avance ce que d'autres feront et ce que nous, on doit faire. Donc, extrêmement important pour vivre en société. Une éthique conséquentialiste, en fait, on mesure la valeur éthique d'une action à ses conséquences. Donc, vous avez là l'image de quelqu'un qui va devoir décider si le tramway écrase une personne ou quatre personnes. C'est assez horrible comme image, 5 personnes. C'est assez horrible comme image, mais in fine, ça veut dire c'est quelque part la fin qui va justifier les moyens. Donc, on peut se poser la question en RH, lorsqu'on doit fermer un site, lorsqu'on doit licencier des centaines ou des milliers de personnes, est-ce que effectivement c'est éthique? Est-ce que ce licenciement-là, ces licenciements-là ou ces fermetures-là vont permettre effectivement de sauver tout un volume d'emplois qui autrement auraient pu être licenciés? Donc, vous avez la finalité qui va définir si l'action, elle est juste ou si elle n'est pas juste. Enfin, il y a l'éthique des vertus, qui est plutôt le domaine sur lequel moi je travaille, qui est le développement du discernement individuel, de la capacité de chacun à effectivement avoir une perspective claire sur ce qu'il est bon de faire, ce qu'il n'est pas bon de faire, et surtout qui va aligner ses actions sur ses principes. Donc, ça vient du terme latin vertus, la racine vir, on trouve virilité, donc quelque part cette énergie morale, une force d'âme, que de leur côté, les philosophes grecs parlaient plutôt d'excellence que de force.
hein, c'est-à-dire rechercher vraiment l'excellence. Donc, capacité à mener une vie morale qui soit bénéfique et pour soi et pour la société. On voit aussi que la vertu est vue comme un point d'équilibre et de modération entre deux extrêmes. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui est lâche, donc qui manque de courage, ou quelqu'un qui est téméraire, qui a un excès de courage. Et le juste milieu, ça va être effectivement la bravoure, qui va être entre la lâcheté et la témérité. Donc, j'en termine sur l'éthique des vertus. C'est basé sur des qualités intérieures qui inclut non seulement la pensée, la cognition, mais qui inclut l'intention. Quelle est l'intention que l'on a lorsqu'on met une action en œuvre? Quelle est l'émotion? Quelle est la motivation? Et bien sûr, quelle est l'action elle-même? Donc, la vertu concerne autant le savoir-être que le savoir-faire. Et c'est là que c'est important dans tout ce qui est développement de comportement éthique. Pour finir, je vais vous citer, que je retrouve ma souris, un alumni de l'IGS, qui est M. Souniac, qui est le Chief HR Executive de Forestia, devenu Forvia récemment. Donc, voilà ce que dit Jean-Pierre. Il dit, en raison de la rapidité du changement et de la complexité des affaires d'aujourd'hui, parce que nous, en tant qu'exécutif, en tant que direction, on ne peut pas écrire les règles pour chaque situation à laquelle les collaborateurs et les managers sont confrontés. Donc, Forestia, c'était en 2014, doit passer d'une entreprise axée sur les processus à une entreprise orientée vers les personnes. Nos collaborateurs doivent être capables de prendre des décisions fondées sur leur connaissance de ce qui est bien ou mal, et surtout sur leur capacité personnelle à juger une situation donnée. Donc là, il parle vraiment du discernement, de cette capacité de reconnaître quelle est l'action juste. Voilà, j'en termine avec donc cette introduction et nous en venons à Edouard et à Airbus. Donc, Edouard, dans tes 12 années passées chez Airbus, quelles sont les évolutions peut-être plus récentes que tu as pu remarquer, que tu as pu observer depuis ton point de mire RH, qui est quand même assez transverse, assez global, sur l'évolution de l'éthique à Airbus? Est-ce que tu as des exemples? Est-ce qu'il s'est passé des événements qui ont permis effectivement des prises de conscience, une évolution de la politique et des comportements éthiques? Alors, Richard, tu le précisais, je pense que l'éthique en entreprise, et comme le disait le DRH de Forestia, c'est aussi avant tout un changement culturel dans les entreprises. Changement culturel qui s'opère soit par la bonne volonté du top management, soit parce qu'il y a un événement déclencheur. Chez nous, chez Airbus, ça a été l'événement déclencheur. On a eu fin des années 2010 des enquêtes et des audits qui ont révélé que d'un point de vue commercial, on payait certains intermédiaires pour obtenir des marchés, notamment sur la partie Asie-Pacifique. Pratique qui est bien évidemment interdite. Donc, c'est suite à ça où on est rentré dans des affaires et des dossiers d'éthique et de conformité. Chose qui nous a amené à une évolution sur les 10 dernières années. Et pour vous dire, c'est un long chemin, puisqu'on est sorti de la phase de surveillance, on va dire, qu'en milieu d'année dernière. Vous voyez, de 2010 à 2023. Donc, après, le rôle des RH là-dedans est un rôle essentiel et qui s'applique sur les 3 types d'éthique que tu mentionnais, Richard, que ça soit aussi bien sur la partie déontologie, là, c'est les processus, et les RH ont un rôle à jouer de l'accueil des nouveaux arrivants dans l'entreprise pour leur préciser quelles sont les règles attendues dans le cadre de fonctionnement au quotidien, aussi bien en passant par la formation, par la formation des employés, des managers, sur le rôle et les responsabilités qu'ils ont tous à jouer dans ce comportement éthique, jusqu'à la mise en place de certains processus pour favoriser le dialogue, prévenir le harcèlement,
gérer le harcèlement aussi, parce que ça existe dans les entreprises, on est comme dans la vie de tous les jours, hein. Donc il faut qu'on agisse là-dessus. Donc les rôles du RH sont très importants sur la partie déontologique, sur la partie aussi conséquentialiste, puisque là, le rôle, c'est d'aider et d'être des RH stratégiques vis-à-vis des dirigeants pour la prise de décision. Des décisions qui sont business et qui sont parfois des décisions dures qui doivent être assumées et prises par la fonction RH pour la survie des entreprises, parce que c'est de ça dont on parle. Quand on parle de plan de départ volontaire, quand on parle de plan de licenciement, c'est jamais un événement heureux, mais ça fait partie de la vie d'un RH à un moment donné à accompagner. Et c'est là où notre posture doit être dans l'accompagnement et à l'aide à la prise de décision. Édouard, je t'interromps une seconde. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des exemples dans les deux sens. Exemples où effectivement on a pu... Excusez-moi, je fais marche arrière 2 secondes. Donc, dans cette éthique conséquentialiste, on pourrait se dire, bah, finalement, la fin justifie le moyen à tout prix. Or, donc, la question, c'est est-ce que la fin a été bien jaugée? Est-ce qu'elle a été bien établie? Et quand on dit, bah, il va falloir fermer une usine pour en sauver une autre ou pour sauver une entité de business, c'est donc en connaissance de cause. On suppose. Parce que sinon, c'est un peu facile. J'ai un exemple très concret là-dessus, Richard. C'est un de mes anciens collègues qui était donc le Chief Financial Officer, donc le responsable de la finance d'une grosse PME en Allemagne. En arrivant sur son poste, il fait un statut financier de l'entreprise et il va voir le PDG de l'entreprise, c'était une entreprise familiale, et il lui dit « Tu es obligé de fermer l'usine dans ce village-là ». Le PDG lui dit « Quoi qu'il en soit, je ne fermerai jamais cette usine-là parce que moi, je dois aller faire ma retraite dans ce village-là et je ne pourrai pas marcher la tête haute dans le village, sachant que j'ai fermé une usine qui emploie plusieurs centaines de personnes. » La recommandation était de fermer cette usine pour ne pas fermer les autres. 1 an après, il n'en a pas fermé une, mais il en a fermé 2. Les 2 usines qu'il avait. Donc là, c'est là où l'éthique conséquentialiste prend tout son sens, c'est-à-dire il y a des fois, il y a des choix à faire pour ne pas mettre en péril la survie de l'entreprise. Et ça arrive sur la 3e dimension, et qui est la dimension la plus dure, sur l'éthique de vertu, qui est sur la partie, j'ai envie de dire, soft skills. Est-ce que chaque individu est prêt à accompagner une situation qui peut être dure d'un point de vue social? Moi, j'ai eu des passages à vide quand, à la sortie du MBA, en janvier 2020, 2 mois après, il fallait que je travaille et j'étais bien impliqué à la manœuvre sur le plan de redéploiement et le plan de départ volontaire qu'on avait mis en place chez Airbus pour faire face à la crise. Et là, la première fois où j'ai écrit les chiffres et le volume qui concernait plus de 4000 personnes, je suis rentré chez moi, je ne dormais pas bien. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est en ligne avec tes valeurs, ce que tu es en train de faire? Excuse-moi une seconde. Là, Je veux juste rappeler que quand tu parles de la crise, pour ceux et celles qui ne sont pas trop en contact avec le monde aéronautique, ça a été terrible, quoi, hein. Les confinements, l'arrêt des voyages, etc., a été totalement dévastateur dans beaucoup d'entreprises aéronautiques. Donc, tu disais effectivement, il y a le rationnel de ce qu'il faut faire, il y a l'émotionnel, c'est comment moi je me sens par rapport à mon rôle en RH de devoir mettre ça en œuvre et même d'aligner les chiffres. Et puis, il y a un côté au-delà de l'émotionnel qui est est-ce que c'est en accord avec qui je suis? C'est ça. Et là, c'est un travail qui est plus long et là où les RH sont concernés et impliqués. On est concerné en tant qu'employé et on est comme tous les autres. Et on est aussi impliqué en faisant partie de l'équipe de direction sur les choix et les orientations stratégiques que doit prendre l'entreprise. Et c'est là où il faut arriver à avoir le discernement juste par rapport à tout ça. Et c'est là où ça demande énormément de travail et c'est là où on demande aussi énormément de travail à toutes les personnes dans l'entreprise
pour arriver à faire la distinction entre les différentes situations. Oui, oui, et ça me rappelle un petit peu quand j'ai fermé une division en Californie chez Hewlett-Packard, où effectivement, il n'y avait pas le choix. On fusionnait avec Compaq et c'était la division de Compaq qui avait le business et nous, on devait leur laisser notre business. Donc 750 personnes. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que DRH de difficile qui soit peut-être pas en accord total avec nos valeurs parce qu'on ne devient pas DRH pour licencier des gens, mais qui quelque part est justifié par une logique business. Et donc il y a le quoi, il y a le ce que l'on doit faire, et après il y a le comment on le fait. Et à mon avis, c'est là qu'on peut vivre ces valeurs à travers quelle attitude on a, comment est-ce qu'on se comporte envers les personnes qui vont être licenciées, dont les postes vont être supprimés, quelles sont les politiques, évidemment, qu'on met en place, etc. Donc, oui, vas-y. J'ai un exemple qui est aussi une situation qui peut paraître compliquée d'un point de vue éthique, mais qui au final est bénéfique pour l'entreprise et où tout le monde est retombé un peu sur des éléments positifs et concrets. Il y a maintenant 3 ans de ça, j'ai participé à l'ouverture d'une des filiales qui est Airbus Portugal, qu'on a créé à Lisbonne, pour justement avoir un centre de services partagé sur des activités qui étaient de nature, on va dire, transactionnelle, et qui nous permettaient d'avoir beaucoup plus d'efficience au niveau de toutes nos fonctions, et pour mettre tout le monde dans la même pièce, entre guillemets, c'était beaucoup plus à valeur ajoutée pour nous de le mettre à Lisbonne, puisqu'on avait le pool de candidats pour le faire et l'environnement qui était compétitif d'un point de vue université, profil. Donc, on y a été. Alors, en France et en Allemagne, en Espagne et en Angleterre, ça s'est traduit par le redéploiement d'environ 250 personnes dans mon périmètre, mais à qui on a retrouvé un emploi. On les a reformés. Mmh. On les a accompagnés dans un nouveau projet professionnel, alors qu'on exportait leur travail et leurs activités du quotidien à Lisbonne. Et au final, ça a été quelque chose qui a été au début très compliqué pour accompagner ces personnes, mais au final, on a été beaucoup plus vite que prévu et les gens s'y sont retrouvés, puisque c'est un nouvel accompagnement de carrière, c'est un nouveau départ. Et c'est ça aussi l'éthique que tu mentionnais, Richard, dans le comment on exécute le plan d'action. Il est surtout là-dessus, parce qu'on aurait pu le faire de manière beaucoup plus brutale, beaucoup plus dure, ce qui n'a pas été le choix, ce qui n'est pas le choix dans notre entreprise à chaque fois. On essaie d'accompagner au mieux les salariés, et c'est ce qu'on a pu faire au travers de ces redéploiements.